Il est 3 heures, alors officiellement, bienvenue au premier marathon virtuel Microsoft 365. Notre prochain conférencier, et même pas juste le prochain, mais notre premier conférencier en français, c'est Kevin, un ami MVP de Nantes, Kevin Trélohan, qui va nous présenter comment migrer Microsoft Teams. Alors, Kevin, la place est à toi. Vas-y, bonne conférence à tous et toutes. Merci beaucoup, Serge. Bienvenue. Donc aujourd'hui, on va en 50 minutes chrono essayer de voir comment on fait pour migrer vers Teams et également SharePoint Online vos fichiers. Donc, je vais passer tout de suite les premiers slides. Donc, n'oubliez pas aussi également que vous allez avoir en fait du coup la possibilité, donc les 23-25 mars 2021, de vous rendre, alors ça passe tout seul, c'est marrant, de vous rendre du coup à Las Vegas au MGM Grand Resort, qui est un hôtel là-bas, pour suivre en fait la conférence SharePoint, voilà, et Microsoft 365. Hop, donc c'est des conférences dans lesquelles vous avez Microsoft Teams, SharePoint et bien sûr la Power Platform. Je sais pas si au slide suivant. On remercie nos sponsors, donc Perficient, AVPoint, Affirma, Kawiscom, Valo et Pointfire, qui ont du coup permis cet événement. Je vais rapidement passer sur moi. Hop, donc en fait, je suis, comme le disait Serge, Kevin Trélohan, j'habite à Nantes, j'ai 36 ans. Je suis consultant Microsoft 365 et également le gérant de la jeune société Modernize, on travaille dans l'accompagnement sur les migrations vers Office 365 et Microsoft 365, Teams, SharePoint, qui sont mes sujets du coup de prédilection. Je suis également effectivement MVP Office Apps and Services depuis 2012. Alors avant c'était SharePoint, et puis après du coup ça a été renommé en Office Apps and Services, c'est beaucoup plus large. Mais au sein en fait de toutes ces tous ces mots, en gros, j'ai gardé mes spécialités sur SharePoint et Teams. Et donc voilà, effectivement, mes domaines d'expertise, donc c'est Teams, SharePoint, des outils aussi que je vais évoquer tout à l'heure là dans cette session, qui sont les outils Link Fixer de la société LinkTech, ShareGate, Valo et Vim pour les sauvegardes notamment. Et vous l'avez entendu, je parle le français. Alors d'ailleurs, j'ai complètement zappé, mais je vais activer les sous-titres parce que peut-être que certaines personnes n'entendent pas. Donc là, au moins, comme ça, vous aurez les sous-titres en plus. Vous pouvez gagner également un casque de réalité virtuelle. Donc, il faut aller sur ce lien-là. Alors, je le laisse juste, je vous laisse le temps de le prendre en photo ou de faire une petite capture d'écran et de vous rendre sur l'URL pour essayer de tenter de le gagner. Je vous avouerai que j'aurais bien aimé le faire aussi, mais bon, du coup, je vais vous laisser y aller. Voilà, je pense que c'est bon et je vais pouvoir cliquer sur le prochain slide. Donc, on vous remercie encore de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à faire une donation également pour le Covid-19 à l'association United Way. International Medical Corp et 10% des fonds de nos sponsors vont à ces associations. Alors, on arrive tout de suite à la présentation. Donc, avant de commencer, moi, j'utilise beaucoup de checklists quand je travaille. Ça me permet notamment de ne pas oublier en fait un certain nombre de choses. Et on va voir dans une migration, en fait, il y a pas mal de choses à faire. Et c'est assez finalement normé, et donc du coup ça c'est complètement adapté avec des checklists. Donc on va voir pourquoi est-ce que j'aime bien les checklists et à quoi ça peut être utile. Alors d'abord, on va voir les grandes étapes de la migration de vos données, peu importe où elles se trouvent, vers du Teams ou du SharePoint Online. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les grandes étapes, la toute première chose à faire, c'est faire un inventaire détaillé de votre existant.
Ça paraît bête comme ça, mais souvent, quand on rencontre des clients ou qu'au sein même de notre entreprise, on va voir l'équipe qui gère le lecteur réseau partagé, le serveur de fichiers ou le serveur SharePoint, et qu'on les questionne sur l'utilisation de ce lieu de stockage, souvent on pense savoir comment nos utilisateurs l'utilisent. Et en fin de compte, quand on utilise des outils qui analysent finement l'usage, on se rend compte qu'on est des fois à côté de la plaque. Et ça peut être embêtant quand on veut migrer justement des données et des usages dans un nouvel outil, et notamment sur Office 365, puisque en fin de compte, plusieurs facteurs sont on va dire, important. Il y a bien sûr les types de fichiers qu'on va vouloir migrer, il y a le nombre de fichiers, il y a la quantité, enfin le poids de ces fichiers, parce que plus il y en a, plus ils sont gros et plus c'est lourd et plus ça va être lent à migrer. Et donc peut-être qu'il faudra découper la migration en plusieurs lots. Et il y a aussi peut-être des fichiers qui ont des particularités qu'on ne pourra peut-être pas migrer. Il y a peut-être des usages également qui nécessitent de la très haute réactivité. Et du coup, on aura peut-être besoin de garder des espaces de stockage performants localement pour certains usages. Et donc, si on n'a pas fait cet inventaire détaillé, du coup, en fait, on ne peut pas savoir vraiment comment la migration va se passer. On verra aussi également qu'une fois qu'on a fait l'inventaire, c'est aussi souvent la bonne occasion de nettoyer un peu l'ancien environnement. Parce qu'on va avoir par exemple plein de fichiers en double, on va avoir peut-être également des versions de fichiers qui sont complètement obsolètes, dont on n'a peut-être plus besoin. On va peut-être avoir des espaces de stockage qui peuvent être des sites SharePoint ou des lecteurs, enfin des répertoires sur des lecteurs réseau qui sont peut-être peu utilisés finalement. Et donc, c'est le bon moyen de faire un coup de nettoyage et puis de supprimer en fait tout ce qui ne sert à rien. On verra aussi également que dans la vie de l'entreprise, il y a donc des gens qui entrent dans l'entreprise, puis il y a des gens qui quittent l'entreprise. Et bien souvent, on ne fait pas toujours le ménage quand les gens quittent l'entreprise, et notamment sur SharePoint, on va se retrouver avec des utilisateurs dits orphelins, c'est-à-dire qu'on a peut-être supprimé leur compte dans l'Active Directory, on a peut-être désactivé le compte, mais par contre, dans SharePoint, le compte est toujours là et les droits aussi. Donc, quand on va faire ce nettoyage, on va veiller à justement supprimer tout ça. Et l'autre étape, ça va être de préparer l'environnement de destination. Donc, c'est savoir mon arborescence actuelle, mes documents s'organisent d'une certaine manière ou pas du tout organisés. Dans la cible, est-ce que je fais un copier-coller et je mets tout comme ça tel quel, ou est-ce que j'en profite pas pour réorganiser les choses? Je vois aussi notamment, par exemple, quand on fait des migrations entre un SharePoint et Teams, du coup, c'est pas exactement la même chose, donc il faut repenser la façon d'organiser les documents par canaux, par exemple. Donc ça, c'est aussi, ça nécessite du coup de faire des ateliers pour expliquer les différences et puis repenser la façon d'organiser les fichiers, le partage de fichiers, et puis également la communication des utilisateurs autour de ces fichiers et comment ils vont collaborer entre eux. Pour ceux qui veulent faire de l'intranet avec du SharePoint et des sites de communication sur la plateforme Microsoft 365, du coup, si on part par exemple d'un site SharePoint local en version 2010 ou 2013, 2016, voire 2019, et que du coup on veut migrer tout ça dans la version online, du coup il va falloir repenser un peu sa structuration et aussi du coup la façon dont on présente les contenus qu'on va migrer aux utilisateurs. Donc la préparation de l'environnement de destination est important et il va servir également dans la communication que vous allez faire auprès de vos utilisateurs, puisque du coup les utilisateurs vont avoir un changement qui va être visuel,
puisque du coup, c'est pas du tout les mêmes solutions, puisqu'on a fait on va dire, je parle d'expérience, mais en fait, les migrations que je réalise là depuis cette année, c'est bien souvent des versions 2013 vers des versions online. Et là, du coup, l'interface graphique a complètement changé et les utilisateurs, du coup, ne sont pas, comment dire, doivent être accompagnés et on doit leur expliquer quels sont les changements et qu'est-ce qui se passe entre, par exemple, une bibliothèque avec des documents basiques dans SharePoint et Teams ou des bibliothèques de documents dans un site d'équipe moderne, c'est un petit peu différent. Donc voilà, donc toutes ces choses-là, du coup, se préparent pendant la phase de préparation de l'environnement destination. Ensuite, on prépare la communication avec nos utilisateurs, on communique. Et ensuite, après, bien sûr, viendra la migration. Donc là, on aura du coup pré-mâché le travail, on aura besoin d'outils pour migrer dans de bonnes conditions. Alors on verra, il y a plein d'outils possibles en fonction aussi des ressources que vous avez à disposition. Par exemple, du coup, alors il y a les ressources forcément financières parce que certains outils sont payants, mais aussi les ressources humaines, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir quand même des fois il y a besoin d'avoir du monde pour migrer, puisqu'il y a des opérations quand même à faire, c'est pas magique. Et une fois qu'on aura migré, là, en fait, c'est pas fini. Il va falloir continuer à gérer en fait les données dans la nouvelle plateforme. Et là, c'est pareil, en fait, pour gérer ces données-là, soit vous avez rien du tout et du coup, vous allez devoir passer pas mal de temps à gérer du coup la gouvernance, hein, c'est ce qu'on appelle la gouvernance de vos données, la sécurité des données, et puis le grossissement aussi des données, parce qu'en fonction comment dire, de l'abonnement que vous avez pris sur la plateforme, du coup, vous avez plus ou moins d'espace de stockage. Donc, du coup, il faudra bien sûr gérer le grossissement de la volumétrie des données parce que ça va aller très, très vite. Et pour ça, du coup, on a besoin d'outils. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et puis après, bien sûr, il y a aussi la supervision de l'environnement. Donc là, il faudra s'astreindre à le faire régulièrement. Alors, on conseille de le faire toutes les semaines, mais le plus régulièrement possible, de manière à pouvoir suivre les usages et être en mode proactif plutôt qu'en mode réactif, parce que c'est moins grave du coup quand on est en mode réactif. Voilà, donc ça c'est un bref résumé de ce qu'on va voir. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois que le temps passe vite quand même. Et donc du coup, pour faire du coup la première phase, donc, qui est la partie auditer l'existant, on va avoir besoin d'outils. Et en fonction de ce qu'on va auditer, donc ça peut être un serveur de fichiers ou ça peut être un serveur SharePoint, il y a plusieurs outils différents. Moi, par exemple, là, vous avez un peu ma boîte Facom pour mes migrations. Il y a le StreetSize Pro, qui est un outil qui vaut pas très cher et qui permet vraiment d'analyser finement les documents qui sont stockés dans votre serveur de fichiers. Il y a notamment des filtres prêts à l'emploi pour rechercher, par exemple, tous les fichiers en double de manière à pouvoir les repérer et les communiquer par exemple à vos utilisateurs pour dire voilà, là tu as 200 fichiers en double, peut-être qu'il y a une erreur ou peut-être que tu peux en garder qu'un, est-ce que tu peux faire du ménage? Ça, c'est des choses qu'on fait en général systématiquement chez nos clients. On a aussi un outil, alors là pour le coup, je l'ai découvert il y a à peu près 3-4 mois. Il est vraiment super. Donc, il y a deux versions. Il y a une version gratuite qui est la version Link Reporter de la société LinkTech, donc qui permet en fait pour des petites migrations de moins de 100 gigas de data, d'analyser en fait les fichiers et de vous sortir un rapport, on verra tout à l'heure, qui vous dit en fait quels sont les documents qui contiennent des liens entre eux. Ça paraît anodin comme ça, mais quand on migre ces documents qui ont des liens entre eux, du coup, en fait, les liens vont être cassés parce que du coup, la source change. Et donc, les liens sont souvent en dur avec la source et l'URL complète de la source. Et comme l'URL change, du coup, le lien ne marche plus.
Et du coup, l'utilisateur va peut-être vous appeler pour dire ah, mon fichier Excel qui a un lien avec un autre fichier Excel, bah, il ne fonctionne plus. Ça, c'est le cas typique. Et puis après, ça va être aussi, bah, par exemple, des fichiers Word qui font référence à d'autres procédures Word, etc., en cascade. Et bah, du coup, quand les utilisateurs vont se connecter dessus pour regarder, suivre une documentation, cliquer sur le lien, ça ne marchera plus. Donc ça, cet outil-là, il vous liste tous ces types de liens-là. Donc déjà, c'est bien de le savoir. Et après, du coup, en fonction du nombre de liens et de documents qu'il y aurait à réparer, du coup, vous avez la version payante, donc qui s'appelle Link Fixer Advanced, qui, elle, permet du coup de réparer ces liens après migration. Alors ensuite, on a d'autres outils. Là, je ne les ai pas tous listés, mais moi, j'ai listé ceux que j'utilise. On a l'outil Metalogix Expert, qui est un outil gratuit aussi également, qui permet de faire un audit de l'existant. Alors, c'est assez basique, mais ça permet d'avoir un ensemble, on va dire, d'indicateurs pour savoir si on va pouvoir migrer sans grande difficulté les documents qui se trouvent dans le serveur de fichiers. Mais on a un outil aussi un peu plus poussé qui est ShareGate Desktop, qui pour le coup, lui, il est payant, qui apporte encore plus d'analyse et de manière beaucoup plus détaillée. Et je ferai une démonstration tout à l'heure, vous verrez que c'est assez pratique et c'est assez poussé comme outil. Et ça va vraiment vous permettre du coup de pouvoir analyser finement votre source de stockage de fichiers et derrière voir tout de suite s'il y a des petites problématiques ou pas à gérer. Et puis on a aussi Fly for SharePoint qui permet également d'analyser plein d'autres choses et notamment aussi des espaces de stockage dans le cloud comme les Gmail, les Google Drive et autres. Alors par contre, du coup, je n'ai pas vu si vous posiez des questions en même temps. Je vais juste regarder rapidement sur le Teams si j'ai des questions. Serge, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas s'il m'entend. Oui, non, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son de son côté. Mais J'espère que tous mes participants ont du son. Il y a les sous-titres quand même, mais c'est vrai que ce serait mieux si tout le monde m'entendait. Si tout le monde peut mettre un petit oui, il y a du son dans le chat, comme ça, moi, ça permettra d'être sûr que vous m'entendez bien. ouais, le son est là, Kevin. Je viens de vérifier sur une autre machine et le son est bien là. D'accord, super. Donc du coup, maintenant on va passer aux fermes SharePoint. Donc là, on trouve à peu près les mêmes outils. J'en ai rajouté un autre qui est le Microsoft SMAT, qui est un outil en fait qui est gratuit, qui est fourni avec le SharePoint Migration Tools de Microsoft. Alors, il permet aussi de faire du coup un audit également. Il est un peu plus basique pour le coup, parce qu'on n'a pas d'interface graphique, donc tout se passe en PowerShell. Et il génère des fichiers CSV bruts, donc du coup c'est un peu moins friendly, on va dire, en termes d'usage, mais il a le mérite d'exister si vous n'avez pas du tout de budget pour acheter un logiciel comme ShareGate Desktop. Du coup, c'est un bon complément et ça peut vous permettre du coup de quand même faire un peu d'audit avant de migrer. Alors, une fois qu'on a tous ces outils-là, en fait, on a une checklist de choses à vérifier. En fait, il va falloir lister, par exemple, toutes les collections de sites de votre ferme SharePoint, si vous avez une ferme SharePoint. Il va falloir également lister les sites et les URL des sites. On verra pourquoi c'est important tout à l'heure. Les bibliothèques, les listes. Si vous avez des bibliothèques de pages ou des pages customisées, du coup, c'est important de le savoir. Si vous avez développé des solutions personnalisées, par exemple des chartes graphiques ou par exemple des applications, du coup, il faut l'auditer et le découvrir parce qu'on verra qu'en fonction de la version, peut-être que tout ne sera pas reprenable en natif et peut-être qu'il faudrait redévelopper les solutions. Donc ça à prendre en compte dans le projet de migration. Ou abandonner la solution si vous ne voulez pas la redévelopper.
Si vous avez des workflows, c'est pareil. En fait, on verra qu'il va falloir les arrêter et puis les recréer ensuite sur la plateforme cible. Pour tout ce qui va être type de contenu spécifique, je pense par exemple aux modèles dans les bibliothèques de documents. Du coup, il faut le savoir en fait qu'il y en a, et puis il faut les récupérer, les reconstruire si besoin, et les migrer du coup dans la cible en fait, dans votre nouveau SharePoint. Pour tout ce qui va être gestion des métadonnées, donc les colonnes de site, les colonnes de bibliothèque, de liste, c'est pareil, il faut les lister et voir si vous avez créé des colonnes spécifiques qui sont utilisées par exemple pour des formulaires ou pour des demandes ou des choses comme ça, sur lesquelles vous avez mis des workflows. Il est intéressant de les lister également. Les permissions, c'est également très important de savoir si vous avez par exemple cassé l'héritage sur tous les répertoires, ou les listes, ou les sites, ou que vous avez fait même des cassages d'héritage au niveau des fichiers, parce que du coup, la migration peut bien sûr migrer les droits aussi dans la cible. Par contre, si par exemple vous voulez migrer sur Teams, mais en fait, il faut savoir que dans Teams, on a une gestion assez basique finalement des droits, puisque quand vous créez une équipe Teams, vous avez des membres et des propriétaires, vous n'avez pas de visiteurs du coup dans une équipe Teams. Et donc, on n'est plus en mode je partage pas, on est plutôt en mode je partage beaucoup. Donc, du coup, à ce niveau-là, bien que vous puissiez en back-office dans SharePoint gérer un peu plus finement les droits, il est quand même préférable de se dire, voilà, soit je veux avoir un mode de fonctionnement vraiment comme dans SharePoint, et là, du coup, je fais un style d'équipe moderne derrière, soit je veux vraiment changer un peu ma façon de travailler. Dans ce cas-là, je change un peu ma façon de voir mes droits et j'utilise Teams. Ou alors j'utilise des canaux privés, ce qui est recommandé aussi, par exemple, si certains documents doivent être super confidentiels. Pour un sous-ensemble des utilisateurs de mon équipe, je vais pouvoir créer des canaux privés, par exemple. Et ça, du coup, dans l'implémentation de ma solution cible, il va falloir vraiment que je sache en fait d'où je pars et où je vais. On a aussi les alertes utilisateurs. Donc c'est, vous savez, le bouton m'avertir sur un fichier ou m'avertir sur la bibliothèque de documents ou la liste. On peut en fait les récupérer, ces alertes. Alors ça peut se faire à la main ou en installant avec des outils payants, du coup des connecteurs qu'on installe sur le serveur, des web services en fait, et qui vont nous les lister toutes et qui vont nous permettre de les migrer plus facilement. On va avoir aussi tout ce qui est politique de rétention, si vous l'avez mis en place, les enregistrements et les idées de documents. C'est souvent utilisé quand on, par exemple, utilise SharePoint comme une GED et qu'on veut avoir un identifiant unique pour chacun des fichiers qu'on crée. Du coup, ça, en fait, il faut par exemple le savoir et puis derrière, peut-être le réactiver après dans la cible. Donc les utilisateurs et les groupes, ça c'est important aussi. Souvent, on a une confusion entre les groupes SharePoint et les groupes AD ou les groupes dans Office 365. Et là, en fait, c'est le bon moment justement pour revoir un peu cette notion de groupe et d'utilisateur et du coup peut-être faire ce qui est recommandé depuis longtemps en fait. Utiliser en fait des groupes AD qu'on va synchroniser si on est en AD Connect par exemple avec l'AD sur Azure et utiliser en fait ces groupes-là pour donner des droits sur nos espaces SharePoint ou d'ailleurs dans nos équipes Teams. On va avoir les grandes listes ou les grandes bibliothèques. Alors, c'est plus vraiment un problème dans la cible, parce que du coup, on peut avoir des très grandes listes et on peut avoir beaucoup de documents dedans. C'est plusieurs millions de documents qui sont supportés dans les bibliothèques de documents. Cependant, du coup, c'est quand même toujours une bonne pratique de les lister. Donc, une grande liste ou une grande bibliothèque, c'est plus de 5000 éléments dans la liste ou la bibliothèque, et de peut-être les reconcevoir, ou en tout cas se dire derrière, et si j'ai autant d'informations dans ma liste, c'est peut-être qu'en fait, c'est une base de données métier, et peut-être qu'il faudrait que je construise plutôt une Power Apps pour gérer autant de données derrière. On va avoir également, donc c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, les documents qui ont des liens de dépendance entre eux. Donc ça, c'est Link Reporter ou Link Fixer qui permettra du coup de le voir.
Les types de fichiers bloqués, alors ça, c'est vraiment une notion pure SharePoint. Dans SharePoint, on pouvait bloquer des extensions de fichiers. Sur Office 365, on n'a pas la main en fait là-dessus. Et la liste, elle est très ouverte. Donc, du coup, il y a quasiment tous les types de fichiers qu'on peut stocker dans Office 365. Mais c'est important quand même de savoir quel type de fichier était bloqué auparavant et pourquoi. La charte graphique, ça c'est souvent le sujet important dans l'entreprise, en tout cas quand on discute avec les services de communication. Donc SharePoint a fait quand même un relooking énorme. Et aujourd'hui, en fait, avec les SharePoint modernes, on a quand même de base maintenant un site qui est quand même très beau. Dès lors qu'on a des belles photos d'entreprise qui vont nous permettre de pouvoir l'habiller, on va pouvoir utiliser des thèmes, on va pouvoir, bien sûr, comme toujours, faire du développement spécifique. On va aussi pouvoir du coup utiliser des applications additionnelles comme par exemple les produits de chez Valo qui permettent du coup de faire un intranet un peu plus poussé que ce qu'on a par défaut avec le nouveau SharePoint Online moderne. Mais malgré tout, en fait, tout ça, c'est de la personnalisation. Et donc, il faut voir effectivement les changements entre la charte graphique qui a peut-être été développée avant et ce qu'on va avoir ensuite. Et bien sûr, toutes les personnalisations, quelles qu'elles soient, il faut les lister. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de ShareGate. Alors, j'avais fait des captures d'écran au cas où on n'avait plus Internet, mais donc je vais aller ici. Donc là, vous voyez, j'ai mon outil ShareGate Desktop. Donc là, ce que j'ai fait, donc là, on voit l'interface en fait de l'outil. Ici, on a plusieurs choses. On a explorer un environnement. Donc là, par exemple, j'ai un environnement SharePoint ici. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et puis là, je vais avoir tout un tas de choses en fait pour, on va dire, lister les paramètres du site. Mais en l'occurrence, là, c'est pas ce qui va m'intéresser le plus. Là, j'ai des outils voilà, pour restructurer éventuellement mon site. Et ici, là, je vais aller dans Plan. Je vais pouvoir faire une analyse en fait de ma source. Donc là, je vais aller sur Get Start. Là, il va me proposer plusieurs types de sources. Donc ça peut être un lecteur réseau ou un SharePoint, tout simplement. Donc là, moi, par exemple, ici, j'avais choisi lecteur réseau. Je vais faire Select Source. Là, je peux aller choisir l'endroit où ça se trouve. Donc là, bon, j'ai préparé un disque dur. Hop, voilà. Je vais dire, je vais analyser ce répertoire-là en particulier. Je lance l'analyse. Et voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, il analyse mes fichiers. Et j'ai un rapport tout de suite. Donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est que j'ai pas tant de fichiers que ça. J'en ai 277 et ils sont tous en erreur. Et quand je vais aller dessus, ici, il va me dire pourquoi. Voilà, oui, en fait, les permissions vont être perdues, puisque là, je suis sur un disque dur externe, forcément, les droits n'existent pas dans la cible, donc toutes les permissions seront perdues quand je vais quand je vais le migrer. Mais si par exemple j'étais sur un serveur de fichiers, un vrai serveur de fichiers, du coup là, j'aurais pas du tout d'erreur. Et même mieux, là ici, si je reviens ici, que je fais abstraction de cette première ligne, du coup, ici, en fait, on voit que j'ai pas de problème avec le nombre de documents, j'ai pas de gros fichiers non plus. Alors, savoir qu'un gros fichier aujourd'hui, c'est un fichier qui fait plus de 15 gigas. Puisqu'en fait, dans SharePoint Online, on peut stocker des fichiers de 15 gigas, le fichier. Donc quand même, là, il faut quand même y aller pour avoir des gros fichiers comme ça. Et puis des fichiers qui ont des chemins d'accès très longs. Alors, historiquement, un chemin d'accès très long, c'était 255 caractères en tout. Maintenant, dans SharePoint Online, on est monté à plus de 400. Donc, c'est quand même, il y a de moins en moins de risques, mais du coup, ici, il l'analyse quand même. Et également ici, des extensions de fichiers qui sont interdites. Donc voilà, donc ça c'est voilà comment je fais mon analyse. Ça marche exactement pareil avec SharePoint on-prem.
Et ça va aller un peu plus loin, c'est-à-dire que dans SharePoint On-Prem, ici, j'ai encore d'autres rapports. Donc, je vais avoir la matrice des droits. Je vais pouvoir avoir ici la liste des sites, la liste des collections de sites, la liste des fichiers extraits. Alors ça, c'est pareil, en fait, quand on migre, il faut qu'on sache s'il y a des fichiers qui sont extraits. J'ai exécuté une migration pas plus tard que ce matin, et j'avais 300 fichiers extraits, par exemple, donc il a fallu que je les archive avant de pouvoir migrer, sinon ces fichiers-là ne sont pas migrés, tout simplement. En tout cas, on migre la version qui était la dernière version qui était archivée, et donc peut-être pas la dernière version, la vraie dernière version. Ici, on va avoir aussi tous les sites qui ont des permissions personnalisées. Donc, en gros, on a coupé l'héritage. On va avoir tous les sites qui ne sont pas utilisés, donc à savoir tous les sites qui n'ont pas eu de modification pendant plus de 6 mois. Et ça, on peut aussi se créer ici des rapports personnalisés. On peut changer en fait cette notion de 6 mois. Hein. Ça peut être en fonction du contexte de l'entreprise différent, la plage. On va avoir également les utilisateurs externes. Donc, si vous avez paramétré votre SharePoint Online, votre SharePoint local pour pouvoir partager avec des externes dans votre entreprise des fichiers, là, ici, on va pouvoir le voir. Le partage externe ici aussi, les listes avec des workflows, les utilisateurs orphelins dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'est, on va dire, des choses qui sont ici en standard. Et après, ici, vous pouvez créer vos propres rapports pour être conforme à la checklist que je vous présente là. Hein, parce qu'en fait, ShareGate ne fournit pas tous les rapports non plus. Il y a un peu de travail à faire aussi de votre côté. Voilà. Et puis après, ici, vous avez tout ce qui va être plus sur la sécurité, donc avec quelques on va dire, rappel ici de cela, et un autre qui est l'audit report, donc qui va nous permettre de savoir si tout va bien au niveau sécurité dans votre SharePoint actuel. Voilà. Donc je reviens sur mon PowerPoint. Voilà. Je vais activer les sous-titres et c'est parti. Donc ensuite, l'autre outil, c'est LinkFixer. Donc LinkFixer, je vais également vous faire une rapide démonstration, puisque du coup, le temps s'écoule très très vite sur la planète. Hop. Voilà, LinkFixer, il est là. Ou là plutôt. Donc il va se lancer, hein, c'est un peu long des fois. Est-ce qu'il est là? Voilà. Donc il y a une trial que vous pouvez tester. Elle est limitée à 100 gigas de données. Du coup, ça peut vous donner déjà une petite idée de l'outil. Hop, va-t-il se lancer? Oui, voilà. Donc, oui, une success story. Ok, ça c'est les prix. Donc, il se présente en fait de cette manière-là. En fait, vous avez un bouton ici pour scanner. Après, l'étape suivante, c'est inoculer. En fait, on lui injecte une sorte de remède. Et une fois qu'on a migré, on va faire cure. Et là, du coup, on va réparer les liens. Donc, pour scanner une source, en fait, c'est assez simple. On va ici. Donc, on a plusieurs types de stockage. On peut, là, ici, vous voyez, j'ai paramétré un SharePoint. On peut aller analyser un SharePoint, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais on peut aussi analyser, là je vais le faire plutôt ici, un répertoire sur un disque dur, comme ça va aller beaucoup plus vite pour la démonstration. Voilà, hop. Ensuite ici, alors non, j'ai sélectionné SharePoint, voilà, sinon ça va être beaucoup plus long. Select Files. Là, donc je peux choisir tout, ou sinon je peux faire en fait uniquement les types de documents que je veux. Après ici, j'ai un preview, donc je peux rajouter également ici dans la liste des extensions que je voudrais voir aussi. Je clique sur preview, donc là il lance l'analyse sur le disque dur. Voilà, donc il dit bon voilà, tous ces fichiers-là, a priori, ils ont des liens. Là, je vais faire process et j'enclenche l'analyse. Donc là, ce qu'on voit, c'est que du coup, je vais mettre en plein écran pour qu'on voit mieux.
Voilà. Donc là, ici, on a en fait l'analyse qui se met en route. Donc on a à peu près, bon là on a très peu de fichiers, mais on a en gros, il faut compter à peu près 7 heures pour 100 gigas de données en termes d'analyse. C'est assez long si vous avez surtout beaucoup de fichiers. Moi, j'avais à peu près 80 000 fichiers. Ça peut être assez long, donc comment dire, quand vous faites un projet de migration, ben, prévoyez le temps nécessaire pour analyser tout ça, parce que là, il y a le temps d'exécution du logiciel, puis après, il y a le temps d'analyse aussi également qu'il faut compter. Donc, il faudra aussi que vous passiez un peu de temps à analyser tous ces liens. Il faut compter une bonne journée ensuite pour analyser avec vos utilisateurs du coup, les liens interfichiers. Donc là, on voit du coup que bon, l'outil est en train d'analyser, de scanner mes fichiers. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le PowerPoint et puis on reviendra un petit peu après dessus. Hop. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on a vu, ça analyse principalement en fait les différents types de fichiers documentaires qu'on va retrouver aujourd'hui. Normalement, à la fin, quand on aura fini en fait le rapport, l'analyse, on aura un rapport un peu de ce style-là, avec voilà, le nombre de fichiers qui ont été analysés, les fichiers qui ont été, qui sont, on va dire, inoculables ou pas. Et en fait, ça va nous générer un fichier PDF qui est effectivement assez basique comme ça, mais qui va nous permettre en fait de savoir combien de fichiers sont vraiment analysés et la liste exhaustive de tous ces fichiers-là dans le fichier PDF. Maintenant, je vais vous faire une petite démo de TreeSize Pro. Hop, voilà, il n'a pas fini. Toc. Donc TreeSize Pro, il est là. Sachez qu'il y a une version d'évaluation de 30 jours qui est complète pour TreeSize Pro. Donc ça peut être pratique de le savoir. Mais après, dans l'idéal, en fait, ça peut être pratique de l'acheter parce qu'il vaut, je crois, 70 €. Enfin, c'est vraiment pas cher. Et ça vous permet d'analyser toutes vos données. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller plutôt sur le disque dur. Et ici, en fait, vous avez, hop, dans les menus de recherche de TreeSize Pro, vous avez surtout un menu de recherche qui est hyper intéressant. C'est celui-ci, fichier en double et fichier avec long chemin. Ces deux-là, en fait, c'est vraiment les fonctions très pratiques et à utiliser quand vous faites un audit avant migration. Donc là, il suffit de cliquer sur fichier en double. Du coup, normalement, il va se lancer sur la bonne interface. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez aller dans le plus et lui indiquer en fait des endroits où vous avez des documents à aller regarder. Donc là, par exemple, je vais faire celui-là. Hop, sélectionner. Ou sinon, je vais faire photo parce que je sais qu'il y en a en double. Voilà. Je vais juste le lancer rapidement, mais je vais l'arrêter, c'est juste pour illustrer qu'il trouve très rapidement les doublons. Ou pas. Et donc, du coup, je vais vous mettre du coup une capture d'écran du résultat, parce que normalement, je l'ai préparé. Voilà. Normalement, le résultat, c'est celui-là. On a en fait une liste avec tous les fichiers en double. On peut aller l'extraire en fichier Excel ou en fichier PDF et on peut aller ensuite, du coup, récupérer cette info-là et la partager avec nos utilisateurs pour essayer de travailler sur ces doublons. L'idée, en fait, c'est de supprimer un maximum de doublons pour augmenter la vitesse de migration, parce que forcément, moins on a de fichiers en double à migrer et plus ça va vite. Donc, j'en arrive à nettoyer votre ancien environnement. Mais oui, maintenant qu'on a tous ces rapports, effectivement, on va pouvoir savoir ce qu'il y a à nettoyer.
Et donc là, on a encore une checklist. Hein. Donc là, en fait, il va falloir trouver et supprimer les utilisateurs orphelins. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les outils ShareGate. On l'a de manière assez simple. Supprimer les groupes SharePoint vides. Donc là, pour le coup, dans ShareGate, il n'y avait pas de modèle préconçu pour ça, mais on peut s'en fabriquer un assez facilement. On va pouvoir remettre les utilisateurs qui ont des autorisations explicites en groupe. Donc en gros, dans votre espace SharePoint, par exemple, vous n'avez pas de groupe SharePoint, mais vous avez un ou plusieurs utilisateurs qui ont des droits directement sur des bibliothèques. Là, au lieu que ce soit l'utilisateur qui a un droit, c'est un groupe et on le met dans un groupe. On va pouvoir également supprimer tout ce qui est contenu personnalisé qui n'est pas utilisé, donc comme les colonnes de site inutiles, les flux de travail. On va pouvoir lister aussi tout ce qui va être sites qui ne sont pas consultés. Donc ça, on va peut-être les supprimer s'ils ne sont pas consultés du tout, ça sert. Enfin, peut-être pas les supprimer, mais en tout cas, on les liste et on ne va pas les migrer, ceux-là. On pourra les archiver éventuellement, mais on ne les migrera pas. Ce qu'on fera également, c'est... Alors là, il y a deux options possibles. C'est soit on demande aux utilisateurs de vérifier leurs documents actuellement extraits, donc avec la liste qu'on a du coup dans ShareGate, soit on le fait directement. En fait, on a un bouton qui nous permet de, en un clic, archiver tous les fichiers extraits. Donc ça, c'est quand même super pratique aussi. On peut le faire pour eux, et là, on gagne beaucoup de temps. On va pouvoir aussi regarder toutes les grosses collections de sites. Donc quand on dit grosses collections de sites, en général, c'est des collections qui font plus de 100 gigas. Et on va derrière essayer de voir si on ne peut pas les redécouper en d'autres collections, par exemple. Donc ça, c'est aussi un travail qui va nous permettre de regarder ce qu'il y a dedans, pourquoi c'est utilisé, et derrière réorganiser un peu finalement notre architecture cible. On va regarder aussi les gros sous-sites, puisque historiquement, sur les intranets, on avait une collection de sites ou plusieurs collections de sites, et à l'intérieur, on faisait des sous-sites. Dans le monde moderne SharePoint, en fait, on va préférer plutôt faire plus de collections de sites et utiliser des hubs de sites pour réorganiser un peu la navigation, plutôt que de faire des collections de sites et des sous-sites. L'autre avantage, il y a plusieurs avantages à faire des collections de sites. Le premier, c'est que du coup, on peut gérer les droits et conserver cette histoire d'héritage des droits. On va pouvoir également gérer des quotas sur les collections de sites, alors qu'on ne peut pas faire ça sur des sous-sites. Donc ça, c'est un autre argument. Et du coup, on peut bénéficier des fonctionnalités des hubs de sites, ce qu'on n'a pas du coup dans les sous-sites. Donc voilà, donc la promotion en collection site. On va pouvoir supprimer le contenu en double, oui, puisque du coup avec l'outil Tresize Pro, eh bien on les voit. Et puis derrière, du coup, on va pouvoir faire vraiment du ménage sur les endroits où il y a trop d'autorisations. On va pouvoir supprimer aussi les versions indésirables de l'historique de version. Souvent, moi, quand je fais des audits, j'arrive sur des moments, des bibliothèques où je vais avoir, par exemple, des fichiers où il y a 300, 400, 500 versions. Et je demande toujours, mais vous voulez que je récupère quel historique sur vos documents? Est-ce que je prends les 300, les 400 versions ou est-ce que j'en prends 2, 5, 10? Donc là, en fait, en fonction de la réponse, on va pouvoir le paramétrer dans le logiciel de migration et on va prendre que ce qui est nécessaire. Voilà. Donc derrière, on a également la possibilité, et c'est recommandé, de réorganiser les listes et les bibliothèques quand il y a beaucoup trop de colonnes. Parce que beaucoup trop de colonnes dans une bibliothèque ou dans une liste, en tout cas si les affichages ne sont pas adaptés, c'est pas forcément très ergonomique. Donc il faut en profiter pour réorganiser un peu tout ça. Et puis repenser bien sûr les très grandes listes de données, voire peut-être les transformer en autre chose. Et la dernière chose, c'est toutes les tâches, les workflows SharePoint ou Nintex qui auraient pu être utilisés, c'est les terminer. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on n'a pas fini, et non, il y a encore un peu de travail. Il va falloir maintenant préparer l'environnement de destination. Donc là, toujours une checklist. Je vous avais dit que j'aimais bien les checklists, mais en fait, on suit les checklists, et comme ça, du coup, ça nous permet de savoir où on en est rendu étape par étape. On va planifier notre architecture de destination. Donc là, il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser un outil comme Visio, on peut utiliser un PowerPoint ou un fichier Excel ou un Word. Après, c'est comme vous voulez. Mais l'idée, en fait, c'est bien se faire une cartographie. Ça pourrait d'ailleurs être un mind mapping aussi.
on se fait une cartographie de l'existant et on se fait une cartographie de ce que ça va donner dans la cible. Donc, pour pouvoir la faire, cette cartographie, il faut bien sûr savoir en gros ce qu'on peut faire dans la cible. Donc, souvent, là, ce qui est intéressant de faire, c'est de peut-être aller un peu sur la plateforme Learn et se former un peu sur les nouveautés et de Teams et de SharePoint Online, et ou aller dans un centre de formation pour se former. Et ou le faire tout seul, c'est possible aussi, pour découvrir toutes ces nouveautés-là. Et puis après, derrière, une fois qu'on sait qu'on sait ce qu'on peut faire dans l'architecture de destination, avec les utilisateurs, définir comment on va l'organiser. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, on va pouvoir sauvegarder toutes les données qui sont dans notre système actuel. Donc normalement, on n'a pas de problème quand on migre, mais en général, on fait quand même une sauvegarde dans le système actuel et aussi dans la cible, parce que peut-être que vous avez déjà des usages dans la cible, et donc ça peut être intéressant de faire une sauvegarde aussi de la cible. Donc pour ça, du coup, vous avez des outils comme Vim Backup pour Office 365, par exemple, qui vous permettent de faire très facilement ces sauvegardes-là. Vous testez la restauration, oui, parce que faire une sauvegarde sans vérifier que la restauration fonctionne, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis derrière, du coup, vous allez pouvoir vérifier aussi qu'il n'y a pas de données corrompues et faire tout un tas de choses pour vérifier que la migration va bien se dérouler. Alors, autre petite chose importante, quand on teste la cible, on va tester aussi la vitesse de migration. Donc, on cherche en gros une bibliothèque qui fait à peu près entre 2 et 5 gigas. Et on utilise en fait son outil de migration préféré pour lancer la migration et vérifier la vitesse de cette migration-là. Et ensuite, en fonction de la totalité des données qu'on a à migrer, on va pouvoir extrapoler le temps total technique de la migration. Et ça, c'est super important, puisqu'en fonction de plein de facteurs, le débit Internet, les équipements actifs, du coup, ça va être plus ou moins rapide. Et du coup, ça peut vous obliger à faire des lots de migration plutôt que de faire un one-shot, par exemple. Donc ça, c'est hyper important, il faut bien tester tout ça. La communication auprès de vos utilisateurs, élément clé de la migration. Si vous ne communiquez pas à vos utilisateurs, ça peut poser des problèmes. Je prends l'exemple de certains clients qui, par exemple, utilisaient les lecteurs réseau sur SharePoint. Sachez qu'on ne peut plus utiliser les lecteurs réseau sur SharePoint Online et Teams, puisque du coup, c'est plus supporté. Donc, du coup, la préconisation, c'est si vous voulez vraiment avoir une utilisation un peu comme des lecteurs réseau, c'est de déployer le client de synchronisation OneDrive, donc dans la dernière version, avec la dernière version de Windows 10 et via des GPO pour du coup le déployer sur tous les postes comme un lecteur réseau, avec du coup la possibilité également derrière de pouvoir appliquer des stratégies du type 0 octet sur le disque dur et uniquement si je clique sur le fichier, ça me le télécharge en local et je le modifie. Mais pour faire ça, il faut avoir analysé aussi l'existant en termes de poste de travail, en termes de back-office, en termes de version de Windows, en termes d'AD. Donc, il y a encore pas mal de petits prérequis à vérifier avant. Et si vous ne faites pas ça et que vous dites, ouais, mais la conduite du changement, du coup, ça va être un peu plus compliqué, parce que du coup, passer d'un SharePoint qui était finalement peut-être caché via des lecteurs réseau vers un SharePoint online ou une équipe Teams, du coup, ça m'oblige à faire la conduite du changement. Eh bien oui, ça oblige à faire la conduite du changement et donc à communiquer auprès de mes utilisateurs quelles sont les différences. Donc sur des sites web, SharePoint, ça va être par exemple l'URL qui peut changer. Ça peut être par exemple tous les raccourcis qui ont été mis sur les bureaux. Ça peut être les références documentaires dans les cartouches des documents où on fait référence à une URL qui n'est plus bonne. Ça peut être pas mal de choses, donc il faut vraiment bien penser sa migration. Il faut aussi parler du calendrier de la migration. Et il ne faut pas hésiter à faire tester à vos key users, du coup, ce qui va être en cible pour que l'adoption soit meilleure derrière. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous faire accompagner par des experts en interne ou en externe sur, du coup, la conduite du changement. Excuse-moi, Kevin, c'est la dernière minute. Ouais.
Eh ben, je vais aller super vite. Donc, on démarre la migration. Donc, la migration, en fait, on le fait avec un outil comme ShareGate Desktop ou les outils que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et derrière, on va pouvoir migrer rapidement nos fichiers. J'avais prévu une petite démo de ShareGate Desktop. Donc, on va faire copie, copier du contenu. Alors, on peut copier des équipes Teams maintenant. Alors, ça, c'est nouveau. Voilà. Je pense que ça va être loupé pour... tu m'as dit, il en reste combien de minutes? C'est terminé. 50 minutes. Ah! Il reste quelques minutes pour les questions. D'accord, bon bah donc du coup je suis désolé, je parle beaucoup et c'est vrai que c'est passé très 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 vite. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. Sans doute que oui.